Bonjour et bienvenue dans ce podcast Parole d'expert, propulsé, proposé par Zenith RH. Je m'appelle Stevie, je suis CMO de cette entreprise de Zenith RH et j'ai proposé à ma boîte de faire un podcast pour parler du parcours ou de la passerelle entre les recruteurs IT, les managers IT et les consultants freelance qui sont IT aussi. Et donc, vu que nous avons à cœur d'améliorer ce parcours, ils ont accepté, évidemment. Et maintenant, je me propose d'aller voir un peu tout l'environnement IT pour discuter avec des experts, des managers, des consultants qui connaissent le sujet pour leur demander comment ils font pour valoriser cette passerelle, ce parcours. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Hélène Lee, qui est formatrice spécialisée dans le recrutement IT et qui aide du coup des recruteurs et des recruteuses en IT. Bonjour Hélène. Ouais, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Plaisir. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes tout d'abord un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Il y a plein de gens qui me connaissent pas, donc voilà, c'est bien de se présenter. Le monde est grand. Je m'appelle Hélène Lee, j'ai été recruteuse tech pendant 9 ans. J'ai travaillé en cabinet, mais moi j'ai beaucoup travaillé en ESN. Donc ESN, hein, entreprise de services du numérique, pour ceux qui connaissent. Et en 2019, décembre 2019, j'ai quitté l'entreprise où j'étais salariée. Et j'ai eu envie de monter un organisme de formation. Ça faisait déjà un moment que j'avais ça en tête. Je faisais déjà pas mal de formations en interne de manière un peu informelle. J'étais déjà référente sur pas mal de sujets. Et puis je me suis dit, allez, 2020, je me lance. Avec un très bon sens du timing, hein, quelques mois avant le Covid, tu vois, le truc, avant que tu te dis, ah, c'est bien, c'est une bonne idée de faire ça maintenant. Et donc Bah, t'as eu le temps voilà, du coup. oui, ça s'est finalement bien passé. J'ai pu poser plein de choses. Mais voilà, depuis janvier 2020, effectivement, tu l'as dit, je forme des recruteurs, des recruteuses dans la tech, avec vraiment enfin, plusieurs volets, hein, on va dire deux grandes offres. Une partie où vraiment c'est l'idée d'acculturer les recruteurs dans la tech, de les aider à construire un vernis technique, à mieux comprendre l'écosystème tech, le vocabulaire, les métiers, ce que font les uns et les autres, etc. Parce que ça me paraît essentiel quand même de bien comprendre ce que font les gens qu'on recrute. Et puis un deuxième volet qui est plutôt d'adapter ces pratiques au marché de la tech, parce que je reste convaincue qu'on ne peut pas exactement dupliquer ces méthodes de travail dans tous les secteurs, même s'il y a des choses qu'on peut reprendre, des bonnes pratiques qui sont, on va dire, généralistes à tous les domaines. Mais dans la tech, il y a quand même des choses qu'il faut savoir faire, notamment au fait de bien comprendre un besoin, de diversifier ses canaux, pas tourner en rond, tu vois, sur LinkedIn, et puis la partie évaluation. Mhm. Comment évaluer des techs quand on vient pas soi-même de la tech, c'est un gros sujet. Donc voilà, c'est ce que je fais maintenant depuis quelques années et c'est chouette, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier et j'adore les gens que je rencontre. Voilà, Super présentation. merci. D'ailleurs, j'avais une question. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était le bon moment, bah, pas forcément le bon moment, mais que tu t'es dit, ah oui, il y a un besoin à ce niveau-là de formation. Comment tu t'es dit, oui. C'est une bonne question, mais globalement, la dernière année où j'étais en poste, où j'étais salariée, que j'étais moi recruteuse, j'ai eu l'occasion de former plusieurs juniors, notamment vraiment un alternant qui est arrivé dans notre équipe et qui était un peu paralysé à l'idée en fait, de démarrer dans un domaine qu'il connaissait pas du tout. Il se sentait pas légitime, pas crédible. Et en prenant le temps justement de l'accompagner, de répondre à ses questions, tu vois, de préparer même des documents pour lui, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai profité en fait des derniers mois où j'étais salariée, où j'avais ce projet en tête, pour interroger beaucoup de gens autour de moi. À l'époque, il y avait un gros meet-up à Lyon qui existe toujours d'ailleurs, qui est revenu après le Covid, qui s'appelait TPMR, Touche pas à mon recruteur. Et il y avait beaucoup de recruteurs tech avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter. Et en fait, en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que ce besoin d'apprendre, d'être accompagné quand on démarre dans la tech, il n'y avait rien qui y répondait réellement. Donc là, je me suis dit, ok, il y a un créneau.
Je sais pas, j'ai pas de certitude, est-ce que ça va marcher ou pas? Mais en tout cas, je vais y aller et puis on verra comment ça se passe. Je vois totalement. Ouais, non, mais t'as eu raison, du coup. A priori, écoute, oui. Et selon toi, pourquoi dans l'univers de la tech, c'est si difficile et tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont besoin d'un accompagnement. Pourquoi, peut-être, je dirais pas qu'il y a une barrière, mais pourquoi au début on y va, on se dit ok, ça va bien se passer, et d'un coup on se dit oh oui, en fait, il y a une montagne devant moi, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Bah, je pense qu'en fait, au début, on a ce côté de, bah, finalement, la tech, c'est comme un autre domaine, tu vois? Pourquoi ce serait si différent, je sais pas, du BTP, de la comptabilité, du commerce? Finalement, dans les autres domaines, tu vois, on se dit pas: «C'est les commerciaux qui doivent recruter des commerciaux, c'est des comptables qui doivent recruter les comptables» et pourtant, dans la tech, on entend souvent: «Bah, ouais, mais c'est pas normal qu'on délègue le recrutement tech à des non-tech». Bon, OK. Mhm. Je pense que ce qui est dur, c'est vraiment que quand tu arrives, en fait, comme c'est un domaine qui est, réputé pénurique depuis longtemps, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais tu as une grosse pression dès le début. C'est-à-dire que dès le début, tu dois être tout de suite opérationnel et en fait, tu vas te confronter petit à petit à des gens, qui sont hyper sollicités, donc Oui. qui vont te demander très, très vite des précisions, des tu vois, qui vont parfois te poser des questions avec, que tu comprends pas, clairement, parce qu'ils utilisent un Mhm. vocabulaire qui est pas du tout le tien et donc en fait, à la pression de recruter vite, s'ajoute le fait que tu as en face de toi des gens qui vont avoir de plus en plus besoin d'informations auxquelles toi tu ne peux pas répondre. Et le problème, c'est que bien souvent, quand tu arrives en ESN ou en cabinet, on va, alors selon les structures, plus ou moins te donner, allez, un petit document, un petit lexique qui traîne par-ci par-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre 1 heure avec toi pour t'expliquer quelques métiers. Mais en fait, tu es très vite lâché dans la nature. Et tu peux essayer et d'ailleurs, la majorité des recruteurs le font, ils sont de bonne volonté, hein. Ils essayent, de trouver de l'info par eux-mêmes, de poser des questions aux candidats et cetera. Sauf que, bah, ça prend beaucoup de temps, on n'est pas tous égaux, tu sais pas forcément quelles sont les bonnes ressources. Est-ce que tu vas plus comprendre après ou pas? Enfin, voilà, c'est un peu une effervescence comme ça où au début, tu es tellement sous pression, tu as tellement la pression du chiffre que, bah, tu reproduis un peu ce que tu fais ailleurs. Et puis petit à petit, tu te rends compte que ça va pas suffire. Parce que les gens qui sont en face de toi, les candidats, ils vont quand même te challenger souvent, te demander beaucoup de choses. Et si toi, tu peux pas répondre à des questions parce que tu confonds les technos, parce que tu comprends pas la question, parce que tu sais pas du tout ce que la personne fait, et que, en fait, en réalité, t'as même pas compris le besoin. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est que si Mhm. tu comprends Oui, pas oui. le vocabulaire, le besoin, tu l'as pas compris. Donc si t'as pas compris le besoin, tu peux pas répondre aux questions, du coup t'es pas légitime, et quand t'as en face de toi des gens qui ont du choix, parce que c'était encore beaucoup le cas il y a quelques mois en arrière, où finalement t'as des techs qui sont contactés très très régulièrement par des recruteurs, si toi tu peux pas donner ces infos-là, tu sors pas du lot, les gens ne te répondent pas, Mhm. et c'est, tu vois, c'est un peu un engrenage qui va faire que du coup, bah, tu recrutes pas. Et que en fait, c'est un vrai point de douleur aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens me disent, bah, je me sens pas légitime, j'ai du mal parfois à comprendre, j'ai du mal parfois à répondre aux questions. Et je pense que du coup, il y a cette croyance de, bah, en fait, je suis pas à la hauteur et donc j'y arrive pas. Et alors, dans ce que tu dis, j'entends beaucoup le mot challenge. Ouais. Est-ce que et légitimité. Et pour moi, il y a un truc qui est un peu paradoxal dans le sens où quand on parle de légitimité, c'est nous avec nous-mêmes, tu vois. Est-ce que c'est dire qu'il y a beaucoup de recruteurs qui se sentent pas forcément légitimes, mais en fait, en phase 2, les techs en fait se rendent pas forcément compte qu'ils savent pas, ou est-ce que vraiment c'est les techs qui les challenge énormément et qui leur disent oui, bah en fait, vu que j'ai vu que t'étais pas très bon là, je te reparlerai plus jamais. Ça arrive pas forcément, ça. Non, j'espère pas. Je sais que c'est un monde qui est petit quand même, la tech, tu C'est vois, mais c'est une très bonne question que tu poses et je pense que ça dépend de pas mal de choses, mais globalement, les 2 cas arrivent. C'est-à-dire que tu as des gens qui déjà dès le départ, ils ont pas forcément choisi la tech. D'accord? Des mm, recruteurs qui arrivent dans la tech, ils l'ont pas forcément choisi. Ils arrivent là parce que, bah, c'est un domaine qui recrute, où on a besoin d'avoir des recruteurs et ils arrivent et puis c'est en étant confrontés aux candidats qui vont justement leur dire: «Mais en fait, tu comprends rien», qui vont se dire: «Ah mince, en fait, je suis pas légitime». Et tu en as d'autres, qui ont vraiment cette peur de se dire, alors qu'ils ont jamais, aucun candidat leur a jamais fait aucune réflexion,
Mais si tu veux, je pense que LinkedIn entretient un peu ça, comme on est beaucoup sur ce truc et qu'il y a quand même beaucoup de techs qui prennent la parole pour bâcher un peu les recruteurs, ils comprennent rien, etc. Et ben, tu as parfois des recruteurs qui ont cette peur-là avant même d'avoir reçu une remarque désagréable ou autre. Et tu as raison de le souligner, c'est qu'en réalité, c'est quand même relativement rare. C'est relativement rare que quelqu'un te dise non mais attends, j'ai pas envie de parler avec toi, t'as rien capté, enfin, voilà, on arrête là. Mmh. Tu vois, c'est extrêmement rare. Donc c'est un peu des deux. C'est de l'anticipation de choses où tu dis, oh là là, je vais pas être à la hauteur, si ça m'arrive, comment je vais faire? Et puis le côté, bah en fait, je m'attendais pas à ça, je suis confrontée au marché, et puis ben, en essayant de comprendre un besoin ou autre, je me rends compte que je suis pas à la hauteur, et ça donne ce sentiment de je suis pas légitime, je suis pas crédible, ni auprès de mes managers, de mes clients, ni auprès de mes candidats. C'est les deux Mmh. existent dans les équipes que j'accompagne. Et l'une des solutions que tu préconises, c'est peut-être, je sais pas, tu te dirais quoi? C'est de poser des questions, faire la prise de brief, faire des recherches comment on pourrait déjà essayer de régler ce premier problème? Bon, Au-delà de prendre ta formation, j'imagine. C'est ce que bien sûr, évidemment, si, il faut prendre ma formation. Non, alors évidemment, enfin moi la formation, je l'ai pensée pour que ce soit une accélération. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec les ressources qu'on a à disposition, fondamentalement, c'est accessible à beaucoup de gens. C'est-à-dire que si tu mets en place certains moyens, un peu enfin, que tu fais certains sacrifices sur ton temps libre, etc., que tu vas à la recherche des bonnes ressources, que bon, tu vas arriver petit à petit à construire un petit vernis, plus ou moins développé selon tes centres d'intérêt, encore une fois tes contraintes, etc. L'idée, c'est plutôt de se dire que, enfin, dans mon cas, en tout cas, j'ai envie d'accélérer cette partie-là, de leur faire gagner du temps parce que moi, je suis allée cibler les bonnes ressources au bon endroit. Et donc, c'est vraiment l'idée de gagner du temps et de gagner en efficacité. Après, tout le monde n'est pas obligé de passer par ma formation. Il y a plein de moyens de faire. Déjà, je pense que c'est important euh, de ne pas avoir peur de dire j'ai pas compris ou j'ai besoin de précision. Aussi bien du côté client manager que du côté candidat. Je trouve que les recruteurs l'ont bien intégré, en tout cas plutôt facilement du côté des candidats. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de recruteurs sur LinkedIn où, tu vois, quand je leur pose la question, qui me disent ah non, mais moi j'ai pas peur de dire aux candidats, j'ai pas compris, je suis pas technique, Mmh. peut-être que je vais vous poser des questions un peu bateau, enfin voilà, je vais vous demander des précisions. Je trouve que côté candidat, ils ont pas trop peur de le faire. Ils ont un peu plus de mal à le faire côté manager ou côté client parce qu'ils ont très peur justement de perdre cette crédibilité, la confiance, tu Mmh. vois, du manager ou du client. Mais en fait, faire semblant de comprendre et dire oui à tout, tu tires une balle dans le pied. Donc vraiment, la première chose, c'est de se dire déjà, je prépare un peu parce que si je sais que je vais avoir un poste qui va s'ouvrir, si je peux récupérer un peu d'infos avant, tu vois, d'avoir le brief, bah déjà, premier réflexe, je vais essayer de chercher un peu, de me renseigner un peu, de noter les quelques mots que je suis pas sûre d'avoir compris, le vocabulaire. Après, ça peut être des technos purs, des outils, mais ça peut être aussi simplement les missions. Tu vois, t'as pas bien compris ce que va faire la personne, bah, redonner du contexte, etc., c'est important. Donc vraiment poser des questions, y compris côté manager et client, et pas avoir peur de se dire, bah ouais, mais si je pose ça au client, le client il va se dire, bah attends, comprend rien du tout. Non, c'est de rassurer, de dire, je vous pose cette Mmh. question parce que on sait que dans le recrutement, on peut, et dans la tech c'est vraiment très très vrai, tu peux avoir déjà travaillé sur un poste, je dis n'importe quoi, de dev Java, mais Mmh. c'est l'environnement qui compte, c'est l'équipe, Oui. c'est les missions, c'est où on en est dans le projet, c'est la culture aussi de l'entreprise, c'est les attentes, les objectifs. Donc on peut aussi replacer ça, tu vois, dire au client, je vous pose cette question parce que j'ai besoin de comprendre quel est vous, votre besoin sur ce Mmh. poste-là, qui sera pas le même que le développeur Java attendu chez tel ou tel autre client. Donc ça, c'est un point important. Et après, je pense aussi aux recruteurs qui sont en ESN où le brief, ben, c'est une étape Oui. plus compliquée parce que tu es pas en direct avec le client, qu'il y a souvent un commercial, une équipe commerciale qui est allée chercher le besoin, qui revient. Alors en plus, tu vois, tu peux avoir de la perte d'information. Pour moi, il y a deux choses. L'idéal, et je sais qu'il y a des ESN qui le font, et j'ai échangé d'ailleurs avec une recruteuse il y a quelques jours sur LinkedIn qui le fait. L'idéal, c'est quand le recruteur peut participer Oui, oui, au oui, exactement. brief, Nous, on tu fait vois, ça. avec le Mmh. commercial. Ça, c'est un truc qui peut être vraiment bien, déjà parce que ça permet vraiment d'entendre les informations à la source, de noter des choses, etc. Pourquoi pas de poser des questions auxquelles le commercial, la commerciale ne va pas penser. Et puis, c'est un élément différenciant.
permet de dire, bah nous, vous voyez, on est une ESN où commerce et recrutement travaillent vraiment ensemble. Donc on se présente ensemble parce qu'on va travailler Mmh. sur ce besoin-là ensemble. Ça me semble ensemble, ouais. Très bien. Autre point, si c'est vraiment pas possible de faire ça, bah, c'est entre guillemets de préparer les questions que le commercial va poser au Mmh. client ensemble. De dire, ok, je sais que tu vas voir tel client ou que tu vas être en visio avec tel client qui t'a demandé, etc. Moi, il me faut absolument ces informations-là en tant que recruteur si je veux avancer sur ton besoin et si quand le brief est terminé, on veut aller assez vite, tu vois, dans Mmh. les étapes suivantes. Donc il y a des choses à faire, mais le plus important, c'est toujours de se dire, poser des questions ne me met pas en difficulté. Au contraire. Je repars avec des infos, avec des certitudes, avec des choses qui vont me faire avancer et qui permettront ensuite au client de dire: «Ah bah, c'est bon, j'ai fait le bon choix. Mon besoin, il est Mmh. entre de bonnes mains». Oui, en plus, je trouve que tu as totalement raison dans ce que tu dis parce que au-delà de poser des questions, je pense que tu peux aussi challenger ton client parce que parfois, il peut ouvrir un poste en se disant, bah, en fait, j'ai besoin d'un seul poste et en fait, c'est 2, voire 3 postes qu'il faut et en fait, quand tu vas lui poser les questions, il va s'en rendre compte parce que tu vas faire ta prise de brief en disant, bah, en fait, c'est assez compliqué d'avoir ces 2 technos, par exemple, en même temps sur une personne. Donc peut-être qu'il faut prendre 2 personnes ou peut-être qu'il faut, enfin, c'est hyper important de, au-delà même de poser des questions, aller challenger en faisant la prise de brief en disant bah oui mais est-ce que c'est possible ou pas, mais au-delà de ça je comprends aussi qu'il y a le rapport de hiérarchie ou Bien de sûr, client où tu te dis ah ouais, est-ce que je peux lui dire ça sans perdre, ça se trouve je vais perdre mon deal, tu vois. bien sûr, mais c'est Donc, là aussi où tu vois, c'est important de s'adresser aussi aux responsables recrutement, aux managers en cabinet, et cetera et de leur dire, encouragez aussi vos équipes à faire ça et à poser des questions et c'est pas une histoire de montrer de la vulnérabilité, c'est plus une histoire de dire, enfin de dire aux équipes: «En fait, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de creuser, vous avez le droit de challenger». En cabinet ou en ESN, la notion de conseil, elle est hyper importante. Si tu es mm, recruteur, tu pas juste là pour prendre la commande de ton client, tu es aussi là pour le conseiller, pour le réorienter si effectivement tu sens que le besoin est peut-être pas complètement, réaliste ou cohérent. Et c'est là aussi la valeur ajoutée du ouais. recrutement. Parce que si tu arrives juste et que tu dis: «OK, je note tout» et puis, bah, bien sûr, allez, on se En fait revoit c'est la semaine trouvé. pro bah oui, bien sûr! Ah mais c'est les doigts dans le nez, il y a pas de problème, on revient dans une semaine avec une shortlist de 10 candidats. Ah bah, là aussi, tu scies la branche, sur laquelle Mm, tu es assis, clairement. ouais, c'est clair. Bah, en fait c'est un accompagnement des deux côtés, tu vois, Exactement, enfin, ok. exactement. Euh, je voulais que tu me donnes des exemples peut-être, pas sans donner des noms et tout, hein, mais des exemples de moments où tu as vu que ben, ta formation ou ce que tu as fait, ton travail a servi des recruteurs. Tu vois, un exemple concret, parce que je pense que c'est toujours important de se visualiser. Le moment de suivi après les formations, c'est le moment que je préfère. C'est bah, bien sûr, je passe Mm. des super bons moments pendant les sessions de formation, mais le moment de suivi, en général, à 2 mois après la formation, c'est le moment où ça devient très concret, où les gens vont pouvoir me dire: «Voilà ce que j'ai fait. Regarde ce qu'on a fait» et bien sûr, tout est pas toujours rose, hein, parce que le passage à l'action est dur, mais j'ai un exemple très concret d'une personne qui m'a dit, pendant la formation: «On a beaucoup travaillé sur la méthodologie DevOps». C'est quoi le DevOps? C'est vraiment alors là, il y a des bagarres autour de ça, c'est un métier, c'est pas un métier, et cetera. Bref, on a beaucoup travaillé dessus et 2 mois après, quand on a fait le suivi, alors déjà à la fin de la formation, elle m'a dit: «Waouh, ça y est, tu sais, j'ai l'impression que j'ai enfin compris ce que ça veut dire, donc je suis rassurée, ça me fait moins peur, et cetera» et quand on a fait le suivi, elle m'a dit: «Bah écoute, j'ai eu le cas. Je suis allée, voir un prospect qui était même pas encore un client pour un besoin sur du DevOps» et elle m'a dit: «C'était super parce que j'ai vraiment pu poser des questions et j'ai vu dans les yeux du client qu'il était un peu surpris» et d'ailleurs, le client à la fin, qui est devenu client, hein, j'insiste parce qu'il Mm. a dit: «Ben OK, on y Mhm. va». Il lui a dit à la fin, il lui a dit, «En fait, je suis agréablement surpris parce que, c'est une des premières fois où j'ai vraiment l'impression d'avoir un interlocuteur côté recrutement qui comprend ce que je dis, qui pose des questions qui ont du sens, qui, m'interroge sur, notamment les outils et cetera, la stack, qui va être demandée, sur pourquoi on veut tout ça, sur quelles sont les concessions éventuellement qu'on peut faire», tu vois? Et vraiment, enfin, elle était hyper fière, tu vois? Il y a vraiment la Ah bah, fierté tu de dire, m'étonnes. «Bah, c'est un brief client qui s'est bien passé parce que vraiment j'ai pu me mettre
pas forcément complètement à égalité, mais en tout cas d'avoir cette notion, tu vois, d'expertise. Parce que quand tu dis: «Je suis recruteur IT», que tu arrives devant un client et que tu comprends pas son besoin et que tu es là genre: «OK, OK, ouais, ouais», c'est dur et là vraiment, ouais, elle m'a dit, «Ben, ça y est, sur ce truc-là, je suis à l'aise et j'ai vraiment pu challenger, j'ai vraiment pu poser des questions et du coup, je repars, avec l'idée que sans dire que ça va être facile, mais ça va être beaucoup plus clair pour moi d'aller chercher ce profil». Ça, c'est une grosse victoire, Euh, tu vois? ouais, oui. En plus, je trouve que c'est bien parce que tu mets en avant ce côté que le manager, ça lui a fait du bien. Donc, en fait, il y a même une frustration de son côté de se dire, mais putain, mais en fait, on me comprend jamais. Mais bien sûr, Euh, bien sûr. donc, Tu en as, hein, des managers, des clients qui vont dire: «Attends, enfin voilà, moi j'ai posé mon besoin, j'ai pas dit que c'était absolument parfait» et il y en a parfois qui vont te dire: «Mais moi j'attends d'un recruteur qui me dise: «Bah non, en fait, enfin ça va pas, ça c'est bizarre, ça, les candidats vont trouver cette information, peut-être, pas cohérente ou floue» et encore une fois, c'est le rôle, pour moi, des recruteurs. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi, auquel je m'attendais pas, c'est côté candidat. ouais. Ça m'est arrivé de recevoir des messages sur LinkedIn de tech, des devs ou autres, qui m'envoient des petits messages pour me dire: «Bah écoute, j'en ai reçu un, avant l'été, d'un tech qui m'a dit, je te connaissais pas, enfin voilà, je connaissais pas ton profil, je te connaissais pas, je savais pas ce que tu faisais et en fait, j'ai rencontré une recruteuse dans un cabinet qu'apparemment, tu as accompagné, une équipe que tu as formée C'est marrant. et je te remercie parce que la personne que j'ai eue en face de moi, j'ai senti que, voilà, elle comprenait ce que je faisais, qu'elle me posait des questions, qu'elle était pas perdue, par rapport aux outils dont je parlais, qu'elle était pas perdue, sur les projets que j'avais gérés et tu vois, ça, je m'y attendais pas. Oui, c'est vrai, parce que c'est-à-dire que tu vraiment sur tout le, juste en aidant les recruteurs, t'as tout le chaînon qui est Bien sûr, bonifié, quoi. bien C'est, sûr, donc c'est chouette. oui, tu m'étonnes. Je regarde mes listes de questions, j'en ai plein. Et alors, je pense à ça. Quels sont les... J'avais marqué quels sont les défis les plus courants que tu rencontres, mais en fait, moi, je pense surtout à comment tu fais pour te tenir au courant du coup de toutes les nouvelles technologies, tu vois, parce que la tech, ça évolue vite. Euh, Et donc, comment tu fais pour être toujours à jour dans ta veille et conseiller toujours les meilleurs outils et te mettre, ouais, te mettre à jour, quoi. Alors déjà, déjà quand j'étais recruteuse, c'était un point qui était important pour moi. J'avais vraiment toutes les semaines un créneau bloqué, mais dans mon agenda, tu vois, comme un Hmm. entretien, un créneau bloqué d'1 heure tous les vendredis matin pour faire vraiment de la veille secteur, enfin de la veille vraiment sur l'écosystème tech. Euh, je pense que ce qui est difficile souvent pour les recruteurs, c'est le manque de temps. Ils ont du mal à bloquer justement ce créneau-là. Et vraiment, moi, c'est ce que je dis aux équipes, c'est faites cet effort-là. Alors, ça peut ne pas être toutes les semaines. Ça peut être de se dire, on le fait une fois par mois. Je Moi, me je le fais pose, il y a vraiment eu un toutes les bug. semaines parce que c'est important pour moi. Il y a eu un bug. Ah, il y a eu un petit bug. Bon. C'est pas grave. Je sais pas si les gens ont entendu ce que je disais. Alors, en gros, enfin, l'idée pour moi, c'est vraiment de bloquer un créneau et depuis que je fais de la formation, c'est vraiment systématique, tu vois? J'ai un créneau qui est bloqué tous les vendredis matins, j'ai 1 heure dédiée à ça. Après, ça m'a pris du temps de trouver, les ressources, qui me paraissent, pertinentes. J'ai demandé beaucoup de choses à mon réseau, tech parce que Hmm. j'ai pas mal de tech dans mon réseau, dû à mon ancien métier et puis parce que j'ai des amis, qui sont, Oui. dev ou, voilà. Donc j'ai demandé des choses et petit à petit, j'ai essayé de me constituer une espèce de bibliothèque que j'ai mise à disposition, hein, d'ailleurs, Hmm. gratuitement. Elle est, Oui, enfin d'ailleurs, voilà, oui, il y a vraiment un j'en ai découvert des je choses crois grâce à qu'on ça. en avait discuté Ouais. effectivement, où j'ai mon tableau de ressources qui est vraiment à disposition. Ce qui est important pour moi, c'est que selon les semaines, tu vois, je vais être, plus ou moins, disponible, enfin pour certaines ressources. Je m'explique. Il y a des semaines où c'est plus facile pour moi de regarder une vidéo courte sur un sujet parce que j'ai pas forcément la disponibilité de lire un article Ouais, très très poussé. compliqué où je vais prendre Hmm. des notes et cetera. Donc je vais aussi être attentive à, quels sont les supports sur lesquels j'ai envie de faire de la veille à ce moment-là, quelle est ma disponibilité, mentale, ma fatigue, sur quel sujet aussi j'ai envie d'apprendre. Donc je pousse pas mal les choses, de ce côté-là.
Après, je change, hein, il peut y avoir des choses où je me dis: «Tiens, ça, c'est trop lourd, j'ai plus envie». Je vais m'abonner à une newsletter, je vais la suivre pendant quelques temps, puis au bout d'un moment, je vais me dire: «Bon, bah, finalement, c'est peut-être pas intéressant, donc je vais Mmh. chercher autre chose». Voilà, c'est vraiment, comme ça que je pratique. Après, c'est du tâtonnement. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je suis arrivée à un système qui me convient à moi, mais que j'ai mis des années à construire et À c'est construire. encore une fois là où je te dis que, l'idée aussi d'accompagner, c'est de permettre à des personnes de bénéficier de choses que moi j'ai mis des années à Ouais. construire et de leur dire: «Bah, voilà, je c'est pas, la science infuse, c'est pas, la parole du messie, mais il y a des choses que je peux vous mettre à disposition, qui sont utiles, qui sont fiables hein, et que vous pouvez réutiliser et après à vous après d'aller piocher ce qui vous intéresse ou pas». Maintenant, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est vrai que dans la tech, on dit: «Les technos, ça bouge beaucoup» et cetera. C'est vrai. Par contre, il y a des concepts fondamentaux qui restent Mmh. universels. Je veux dire, le front, c'est le front, le back, c'est le Ouais, back. bien sûr. Ça changera pas, tu vois? Et derrière, pareil, tout ce qui est, méthodologie de gestion de projet, il y a des fondements, mais comme dans tous les métiers, hein, dans le Mmh. recrutement, c'est pareil. Il y a des basiques que tu dois maîtriser et ça changera jamais. C'est de l'intemporel. Si déjà tu as compris tous ces trucs-là, derrière, quand il va y avoir de la nouveauté, quand ça va bouger, tu vas te repérer beaucoup plus vite. Parce que Mmh. si tu sais, je te prends l'exemple dans le dev, si tu sais effectivement que dans le dev, il y a des langages qui servent plutôt à intervenir côté back, des langages qui servent plutôt à intervenir côté front, que tu as des différences entre les langages, les frameworks, etc., bah, quand il va y avoir de la nouveauté, quand il va y avoir des mises à Oui. jour de l'actualité, des nouveaux outils qui sortent, tu peux déjà assez facilement les déplacer dans, tu vois, les bonnes cases, enfin, te repérer plus vite. Mais Donc, je suis désolé, je te coupe. vas-y. En fait, quand j'entends ça, moi, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec des devs il y a pas longtemps, où on parlait de front et de back, et eux, ça les énervait que tout le monde commence à mettre full stack, tu vois, tout le temps, parce qu'ils disaient, mais en vrai, c'est hyper compliqué d'être full stack, parce que soit t'es très bon en front, soit t'es très bon en back, mais quand tu te concentres sur le front, tu peux pas te reconcentrer sur le back, etc. Et j'ai l'impression que des fois, il y a des croyances, pas des croyances forcément, mais des préceptes où soit t'y crois, soit t'y crois pas. Et du coup, quand t'es un tech et que t'es en train d'apprendre, comment tu fais pour déblayer le vrai du faux, te dire ok, bah, t'imagines, je découvre, je me dis ah bah je vais regarder c'est dire quoi full stack, je vais chercher des full stack et tout, et puis au bout d'un moment on va me dire mais en fait tu fais n'importe quoi. Comment tu vois tu Alors, tu sais, ce que je dis souvent aussi aux équipes que j'accompagne, et je pense que c'est très vrai aussi pour les tags, c'est que le problème, c'est que ces concepts-là, en fait, ils vont aussi avoir des définitions qui sont un peu multiformes. C'est-à-dire que si tu demandes à 3 entreprises différentes, c'est quoi ta définition du full stack, les 3 vont te donner une définition différente. Mhm. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Et si tu vas parler avec des techs eux-mêmes, d'ailleurs, les techs eux-mêmes ont aussi des débats, hein, tu vois, sur lesquels ils Oui, sont c'est pas ça, ouais, d'accord, c'est clair. voilà. Euh, Comment tu t'y retrouves? Bah, déjà, comment tu t'y retrouves, c'est de te dire, enfin, pour les techs, moi, ce que je pense important, c'est vraiment de se dire, je vais peut-être choisir un langage de prédilection qui sera mon langage majeur dans lequel je vais pouvoir aller chercher des missions ou en tout cas m'appuyer sur mes compétences et c'est ça que je vais mettre en avant dans ma recherche d'emploi, par exemple. Parce qu'on sait très bien que les recruteurs aujourd'hui, même avec un bon vernis technique, s'ils veulent répondre aux attentes des managers, il va quand même y avoir une notion forte derrière d'outils à maîtriser. Mhm, bien sûr. Donc l'idée, c'est côté tech de se dire, bah, je vais pas apprendre tous les langages parce qu'à un moment je vais m'éparpiller et ça va être difficile. C'est de suivre quand même un petit peu les tendances aussi. Tu vois, tu peux Mhm. sur Stack Overflow ou tu sais, il y a un classement qui sort, le classement Thiobé qui est relayé notamment par le blog du modérateur, qui tous les, je sais plus quel jour exactement, mais chaque début de mois, on a un classement qui sort avec les langages qui sont les plus utilisés Mhm. dans la tech. Ça, pour les techs, ça peut être quelque chose de se dire, ok, tu vois, on a il y a vraiment des tendances. Il y a des moments où clairement sur le marché, par exemple, tu vas d'un coup quasiment plus avoir aucune mission en PHP. Ouais, ouais, ok. Si toi, tu es en train de te dire, là, j'ai misé à fond là-dessus, ah, tu sais que ça va être un peu plus chaud. Donc, tu vois, enfin, Tu m'étonnes. Mhm. c'est un, voilà, c'est un ensemble de trucs. Et pour les recruteurs, bah, le full stack, c'est pareil, c'est une notion compliquée parce qu'on va te dire full stack. Moi, à chaque fois que je dis c'est quoi un full stack, la plupart du temps, ils me disent bah, c'est un développeur qui connaît tous les langages. Ok.
Bah non, ça n'existe pas, c'est C'est pas pour ça que tu possible. le trouves pas, tu Oui, vois? Donc voilà, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en vrai, le vocabulaire, enfin, c'est là où tu parlais de croyances, il y a beaucoup de choses à déconstruire. C'est-à-dire mmh que mh. souvent les recruteurs partent aussi de ce qu'on leur a dit dans leur entreprise et encore une fois, j'insiste beaucoup dessus, il y a beaucoup de choses dans le recrutement et dans la tech de manière générale qui sont vraies pour une entreprise par rapport à son environnement, sa construction, son histoire, sa vision des choses et qui vont être différentes sur le marché. Et c'est ça qui est difficile souvent à faire matcher parce que tu vas dire, bah, nous, dans notre entreprise, notre vision, je sais pas, je dis n'importe quoi, de l'agilité, c'est ça. Tu vas raconter ça à des gens qui sont agiles sur le marché, ils vont dire, Mmh. wow, Ouais. ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais ou ce que j'attends, tu vois, Mmh. d'un projet ou d'une équipe agile. Oui, oui, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Ça, c'est marrant parce que dans ce que tu dis, j'ai l'impression aussi que autant un dev, ça doit se spécialiser, mais un recruteur aussi. Il devrait se spécialiser pour construire son réseau autour de cette spécialisation et donc miser sur peut-être quelque chose, une techno ou un type qu'il recherche et vraiment se spécialiser dedans pour créer ce réseau autour. Et peut-être, après, c'est un pari, tu vois. Mais c'est une bonne remarque, hein, il y en a. Tu sais, Mhm. dans des cabinets ou dans des ESN, il y a des recruteurs qui sont spécialisés. Alors, j'en vois par techno, Mhm. mais j'en vois, tu sais, par pôle métier. Des gens qui sont Ouais. vraiment que axés sur le dev, d'autres qui vont être axés plutôt sur le métier de l'infra, ingénieur système, ingénieur réseau, etc. De plus en plus, des gens qui sont très orientés data ou cybersécurité. Mhm. Donc, vraiment par pôle. C'est vrai qu'après sur une seule techno, tu dis c'est un pari. Oui, il y a une petite prise de risque derrière, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. C'est qu'à un Mhm. moment, si le marché s'inverse un peu, que tu as un peu moins de projets sur ces technos-là, des fois tu sais pas pourquoi, hein, et même les clients peuvent Mhm. pas t'expliquer pourquoi, mais du coup tu vas avoir drastiquement des missions qui descendent ou alors des techs qui sont plus du tout dispo sur ce créneau. Le risque, c'est qu'à un moment, bah, ton marché Mhm. s'assèche ou alors que tu tournes en rond. Parce que Ouais. moi, j'ai beaucoup recruté, par exemple, du dev Java sur Lyon. Je peux te dire qu'au bout d'un moment, tu as quand même fait le tour et que des devs Java expérimentés, il y en a pas des nouveaux qui sortent toutes les semaines sur le marché, hein. Mhm. Donc c'est comme tu dis, c'est un pari. C'est un pari, mais ça peut être Mhm. un pari gagnant. Et est-ce que ça a rien à voir, c'est une question de curiosité. Tu vois, quand tu disais que ben, des fois, tu as fait vite le tour, est-ce que du coup, tu restes beaucoup en contact avec les écoles pour savoir quand il y a des nouveaux, je sais pas, des devs de certaines écoles qui sortent pour être au courant tu vois, pour les trouver est-ce que quand tu chassais un peu dans les écoles et trucs comme ça? J'ai beaucoup, beaucoup chassé dans les écoles. J'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles. J'ai passé beaucoup de temps à faire, tu sais, des simulations d'entretien, les aider dans leur recherche d'emploi, parce que souvent les techs, Mhm. c'est une demande qu'ils ont. C'est que ils sont bons sur ce qu'ils font. Alors même quand ils sont débutants, mais ils savent plutôt bien présenter leur projet. Par contre, ils savent pas forcément bien, comment ça fonctionne, ce qu'ils doivent dire en entretien, pas dire en entretien, et cetera, à quoi ils vont être confrontés. Tu vois? Ils sont un peu surpris parfois. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les écoles, beaucoup travaillé avec, tout type d'écoles, hein, d'ailleurs, pas que des écoles d'ingé, mais aussi, pas mal d'écoles, de reconversion, et cetera. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est une actu que je regarde beaucoup. Mhm. Les écoles, les formations qui sortent, tu vois, on parlait de cyber ou de data tout à l'heure, c'est des métiers qui étaient beaucoup moins visibles quand moi j'étais encore recruteuse. Donc c'est important aussi pour moi de me tenir au courant de ça, de voir, les formations qui se développent, les diplômes nouveaux aussi qui sortent, les Mhm. spécialisations, parce que ça me permet aussi, de me tenir au courant et puis pourquoi pas de donner des pistes, aux équipes que je forme, quand Ouais, elles bah sont oui. sur certains domaines, de leur dire: «Bah tiens, tu sais, il y a telle école qui fait ça, ou il y a un nouveau diplôme, ou il y a une nouvelle spécialisation qui est sortie il y a quelques mois, ou à la rentrée, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est super important. Et toujours garder en tête que des débutants, là, tout de suite, ok, Oui. t'en as peut-être pas besoin, mais ces gens-là, ils vont aller dans des entreprises, etc. Ils vont être prescripteurs et ils vont pas rester débutants toute leur vie. Ouais, totalement. Ah oui, du coup, ça fait aussi partie de ta veille de check un peu les écoles. Bien sûr. C'est trop bien. Et c'est marrant, bah, du coup, qu'est-ce qui, parce qu'on a parlé beaucoup des recruteurs et de comment ils voyaient les choses. Du coup, qu'est-ce qui bloque souvent les candidats? Donc les consultants, freelance, qu'est-ce qui les chagrine quand ils arrivent devant un recruteur? Il y a deux choses en général qui chagrinent vraiment les techs quand ils arrivent devant un recruteur. La première chose, quand même, globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils sont parfois un peu dubitatifs sur, bah, en fait, mon premier échange avec la société, ça va être un recruteur qui fait pas mon métier,
et qui, encore une fois, ben, peut-être connaît pas mon vocabulaire, et cetera. D'où, encore une fois, hein, l'importance pour moi primordiale d'avoir ce petit vernis. Pas besoin d'être un expert. Et d'ailleurs, les techs, ils le disent. Ils attendent pas que les recruteurs deviennent des devs, hein. Mmh. C'est pas ce qu'ils veulent. Mais ça les chagrine un peu. Ça les chagrine un peu, tu vois. Mais des fois, dès les approches, dès les messages d'approche ou dès les annonces. Parfois, les recruteurs qui n'ont pas cette culture technique, ils écrivent des trucs dans les annonces. Tu vois, ils s'en rendent pas compte. Mmh. Alors, ça peut être dans les technos. Tu vas mal écrire une techno. Mmh mh. Truc, bon, bah, ça peut passer pour une faute de frappe. Si c'est sur toutes tes annonces, c'est déjà un peu plus gênant, surtout si tu reproduis plusieurs fois cette erreur-là. Ça peut être dans les missions où vraiment, tu dis: «Waouh, c'est un méga fourre-tout, en fait, je vais devoir faire le job de 3 personnes différentes, dans l'équipe». Ça, pour Mmh. un tech, ça peut être déstabilisant. Et ils sont surpris de ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire: «Bah, en fait, s'il y a ça dans les annonces, s'il y a ça dans les messages d'approche, mais comment la personne, elle va comprendre ce que je fais et comment derrière elle va créer, enfin, comment elle va réussir à vendre, tu vois, mon Mmh. parcours, mon dossier à un client, à un manager?» Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que souvent les techs, ils ont du mal à comprendre, surtout en ESL, que tu peux pas forcément leur expliquer en détail ce qu'ils vont faire, leur expliquer en détail la mission. Et ça rejoint ce que je te disais au début de la Mmh. conversation. C'est que si le recruteur n'a pas eu, un brief détaillé ou que tu recrutes sur profil, dans les ESN, peut-être je peux juste préciser, un recrutement sur profil en ESN, c'est quand tu vas recruter quelqu'un en anticipé, c'est-à-dire que, imaginons, tu as abordé quelqu'un qui est en poste, cette personne, bah, elle va avoir un préavis, donc tu vas devoir attendre qu'elle te rejoigne. Tu as des missions là tout de suite à l'instant T, tu peux lui donner des exemples, mais quand la personne, si elle signe chez toi, te rejoint, pas de garantie que tu peux Ouais, lui non. dire précisément sur quelle mission elle va travailler, quel projet, chez quel client, etc. Donc ça, c'est difficile. C'est très Mmh. difficile à la fois pour les recruteurs et côté tech. Et ça, ils ont du mal parfois à comprendre, de se dire, mais du coup, en fait, si vous savez rien, vous recruteurs, sur la mission, le projet, le client, bah en fait, mettez-moi tout de Oui. suite en relation avec quelqu'un qui sait. Tu vois, Oui, bah, oui. pourquoi on perd du temps? On passe pas pourquoi je passe par vous? Bah oui, à quoi vous Ouais. servez en fait? À quoi, Mmh. tu vois, ils ont du mal à comprendre ça. Et c'est ce qui va pousser d'ailleurs des techs à dire: «Ah non, non, moi je veux pas des recruteurs, je veux passer directement par un Mmh. autre Oui, tech, c'est un vrai. manager, un client directement». Et ils oublient que bah, le recruteur, s'il est pas là, en général, tu vois, le passage, justement, le Oui. barrage, enfin, il est très fort. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que les managers, ils vont te répondre plus vite, les clients, ils vont te répondre plus vite, hein. Ça, c'est pas toujours vrai dans la tech. Oui et puis un manager, c'est pas forcément recruter, c'est peut pas forcément voir, ce dont il a besoin, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc Exactement. on oublie souvent le rôle du recruteur et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à éduquer chez les candidats, c'est à quoi ça sert un recruteur? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Donc Exactement. totalement. Il y a un gros effort de pédagogie à faire et tu vois, enfin, moi, je sais que quand j'étais salariée, et je pense que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait de ma carrière, c'est quand j'ai quitté ma boîte, il y a un tech qui m'a dit: «Grâce à toi, j'ai mieux compris les coulisses du recrutement et je pense que je serai beaucoup plus indulgente parce que tu m'as vraiment fait comprendre le métier». Et vraiment, il m'a dit, enfin, voilà, j'ai changé d'avis sur, Ah ouais, sur waouh. les recruteurs. Après, je lui ai dit: «Attention, hein, il y a plein de recruteurs qui font n'importe quoi». C'est pas tous comme moi. Mais elles sont pas, enfin, après j'ai pas été, tu sais, je Oui. considère pas que j'ai été une recruteuse exceptionnelle et je pense que je serais une bien meilleure recruteuse aujourd'hui que je ne l'ai été, avant d'être formatrice. Parce que je Ah comprends bah plein de choses oui. aussi et que j'apprends Mmh. énormément sur le métier. Mais ouais, ça, c'est un chouette compliment, tu vois? De gens qui vont te Mmh. dire: «Ben, en fait, tu m'as fait comprendre plein de choses, tu m'as fait voir plein de choses et je comprends mieux pourquoi c'est un métier si difficile et qu'on est parfois injuste avec vous». Oui, bah oui, de toute façon, c'est sûr, hein. Mais je trouve que le recrutement, c'est, très mal j'allais dire valorisé, mais tu sais, on voit ça souvent comme un sous-métier, tu vois? Genre, on voit les RH, après les recruteurs, on se dit: «Oh, c'est une action parmi tant d'autres». En fait, au-delà de valoriser, je crois que c'est surtout très mal connu et qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Tu vois, il y Mmh. a beaucoup d'idées reçues, d'incompréhension, de malentendus, genre: «Ah bah ouais, mais ça, c'est le recruteur qui fait ça». Mmh. Non. Enfin, tu vois, Mmh. c'est beaucoup ça, parce que je trouve que depuis quelques années, le métier est un peu mieux valorisé grâce à plein de prises de parole, notamment sur LinkedIn, à ce que fait l'école du recrutement. Mmh. Enfin voilà, tu vois, à ce que font des gens qui prennent vraiment la parole sur le recrutement. Et quand moi j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, c'était pas le cas. Mais je pense que c'est surtout une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance et
et en vrai, c'est plein de choses comme ça, hein. Je le dis souvent à des recruteurs aussi, que souvent le développement est mal compris. C'est-à-dire qu'eux, Oui, ils se disent, tu vois, il fait quoi un dev? Bon, il code. oui, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est pas propre à notre métier, mais oui, c'est vrai que on a beaucoup de bashing, beaucoup de choses, parce qu'en plus, le recrutement, c'est vraiment l'interface où tu vois, tu es le premier contact entre l'entreprise et les clients, et du Oui, coup, bien sûr. bah oui, tu as tendance à canaliser un peu Mm. à Mm. cristalliser un peu Les les colères, frustrations. les Ouais. frustrations, les incompréhensions des gens. Ouais, c'est clair, c'est tout à fait vrai. Et puis souvent, je parle souvent de ça, mais dans le recrutement, on oublie que pour une personne que tu as recrutée, souvent tu as eu plein de dossiers où tu as dû dire peut-être non. Et donc le ratio, il est pas le même. Tu vois, genre si tu t'es pas bien occupé de ceux à qui t'as dit non, il y a plus de gens qui sont en mode ah mais il s'est moqué de moi quoi, que de gens qui sont en mode heureux d'avoir été pris quoi. Bah bien sûr, Donc, donc une fois juste ce calcul logique, tu vois, t'es en mode ah oui, bah, c'est sûr que si tu fais pas attention, tout de suite tu peux avoir des problèmes. c'est clair, c'est clair. T'as raison. J'avais des questions aussi maintenant sur comment tu vois les choses pour plus tard. Donc, tant en termes pour les, les, les candidats, pour qu'ils améliorent leur visibilité auprès des recruteurs, les recruteurs pour qu'ils puissent mieux faire le lien entre les deux. Ça, on en a beaucoup parlé, donc pas obligé. Et aussi sur le monde de la tech, comment tu vois les choses pour plus tard? Est-ce que tu as des préconisations, des choses que tu vois venir, vu que tu es dedans régulièrement? Bon, j'ai pas de boule de cristal, c'est toujours dur de prévoir des tendances, et je suis toujours assez prudente par rapport à ça, parce que il peut se passer des tas de choses. Après, il y a quand même, globalement, hein, on en parle pas mal ces temps-ci, mais c'est vrai que le marché a ralenti. Hmm. Là où je te disais tout à l'heure, on parle beaucoup de pénurie, etc. Euh, Comme dans beaucoup de domaines, dans la tech, on a connu vraiment le- 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 enfin, un truc de dingue les gens n'avaient pas connu depuis très longtemps. Là, les équipes que j'ai accompagnées juste après le Covid jusqu'à fin 2022, mais c'était la fête, Hmm. quoi. Vraiment, Hmm. c'est enfin du recrutement de partout, des missions partout, des candidats ultra sollicités. C'était vraiment une période très faste. Et là, on revient à une situation plus normale, qui du coup est d'autant plus difficile à vivre, parce qu'on a eu cette période, Oui, tu d'effervescence. vois, d'effervescence pendant 2 ans, en ayant l'impression que c'était en fait une situation normale, alors que c'était une situation exceptionnelle, et qu'on revient à quelque chose de plus difficile. Pour les techs, je pense que ce qui est dur, c'est que pour beaucoup, il y en a qui se disent en fait, je suis très bon techniquement, je suis bon dans ce que je fais. Je parle notamment de gens qui sont confirmés dans le domaine, tu vois, des devs qui ont 5-6 ans d'expérience, des chefs de projet ou autres, des gens qui finalement, pendant les premières années de leur carrière, n'ont jamais eu besoin vraiment de chercher du job. Et pour la première fois, bah, j'en vois aujourd'hui qui sont obligés de chercher un travail, Oui, soit parce que ça se passe pas bien là où ils sont et qu'ils ont cette démarche active d'aller chercher ailleurs, soit parce que c'est des gens, ben, ils ont été licenciés, ou ils sont indep et ils arrivent pas à trouver de mission et ils ont envie de retrouver un CDI. Ça, il y en a beaucoup. oui, ah ok, ouais, c'est marrant, Ouais, je pensais il pas. y a tu vois, justement, hein, cette effervescence a fait que beaucoup de gens se sont mis à leur compte dans la tech, Hmm. et qu'aujourd'hui le marché est ralentissant et on a moins de missions aussi, moins de Hmm. besoins. Les cabinets, les ESN qui travaillent avec des indeps, bah, elles ont peut-être moins de choses aussi à leur confier. Hmm. Donc et il y en a plein, hein, tu plein de techs qui me le disent des fois en message privé, ben, en fait, j'ai jamais eu besoin de chercher, avant les missions tombaient quasiment toutes seules. Aujourd'hui, quand j'ai une mission proposée, dans la semaine, c'est déjà beau, tu vois? Donc il y a quand même quelque chose, ici, est-ce que ça va durer ou pas? Alors moi, j'entends des gens qui disent: «On voit des signes que ça repart», d'autres qui me disent: «Ah ben non, ça sera pas avant, 1er trimestre 2025». C'est pour ça que je te dis que je préfère rester Hmm. prudente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le conseil à donner, c'est déjà de se dire, pour les techs, être bon techniquement ne suffit pas, vraiment. C'est-à-dire qu'on est sur ce côté de, «Bah attends, c'est bon, je suis bon, j'ai les compétences, j'ai fait plein de projets, ça suffit». Bah ouais, mais non. Et on en parle beaucoup, hein, dans plein d'autres domaines, mais je pense que le savoir-faire, c'est bien, mais faire savoir qu'on sait faire des Hmm. choses, le Hmm. montrer, l'expliquer, diffuser, et cetera, c'est important. Ce qui veut pas dire que tous les techs doivent devenir, des créateurs de contenu sur LinkedIn,
Mais peut-être d'avoir, tu vois, une démarche un peu plus, structurée, de pas attendre que ça tombe et d'aller contacter des gens et d'aller élargir son réseau, d'aller parler à des recruteurs, de commenter des postes de recruteurs, d'aller se renseigner un peu plus aussi sur des entreprises pour lesquelles on a envie de travailler, d'aller détecter, tu vois, des missions qui peuvent être intéressantes. Là, pour moi, on a quand même des gens qui vont avoir besoin de développer un peu plus de compétences, sur, de la prospection, de la communication parce que maintenant, on est dans un truc où, attendre que les gens te contactent sur LinkedIn, Ouais, ça marche un petit peu moins ça marche un petit et il peu faut moins. pas avoir peur non plus d'aller mettre son CV sur des CV tech un peu, tu vois, ciblés, enfin, je pense que, en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui me disent: «Bah, depuis quelques mois, je trouve un peu plus de matière sur les CV tech», alors que c'était pas du tout le cas avant. Ah ouais, d'accord, OK. Donc pas avoir peur de mettre son CV en ligne, de contacter des gens, sur LinkedIn, d'être proactif. Ça s'est tendu beaucoup pour les juniors et les personnes en reconversion, hein. Plus le marché ralentit et plus c'est Oui, bah, dur oui, pour forcément. les débutants. Donc aussi, il faut s'accrocher, faut aller contacter des gens, faut prendre les devants, faut essayer vraiment de faire jouer, tu vois, le réseau et LinkedIn pour ça est bien, mais il y a pas que LinkedIn, c'est aussi d'aller dans les communautés, tu vois, il y a plein de Slack, de Discord, dédiés aux tech où il y a des channels des fois de gens qui vont relayer des offres d'emploi. C'est Mmh. vraiment de rester à l'affût et d'avoir une démarche structurée en disant: «C'est pas parce que je suis bon que ça va suffire». Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Et je trouve que, bah, même quand tu es freelance, ben, tu deviens un peu tu deviens entrepreneur. Et donc, un entrepreneur, il doit forcément briller, quoi. Tu vois, genre, t'es en compétition. C'est pas en compétition, je vais même pas dire en compétition, mais t'es dans une sorte de jungle où il y a plein de monde. Donc, forcément, si tu brilles pas un peu, C'est clair. ouais, on voit pas, quoi. Tu es en concurrence, donc il faut quand Mm. même que tu arrives à te différencier ou en tout cas déjà à bien, savoir mettre en avant ce que tu sais faire. Mm. Ouais, totalement. Ok. Oh, c'est un très bon conseil. Écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est le conseil que je donne beaucoup, aux techs qui me demandent. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux autres branches, peut-être aux recruteurs ou peut-être aux managers ou aux clients qui cherchent? Aux managers et aux clients, je dirais que, enfin, encore une fois, hein, je replace dans le contexte, dans Mm. lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire un marché qui est plus ralenti, avec moins de visibilité, des projets parfois qui sont un peu mis à mal parce qu'on n'a pas les compétences en interne, que les équipes sont fatiguées, mais qu'on n'a pas forcément toujours, le budget et cetera pour recruter. Alors déjà, première chose, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent pas travailler, avec des indeps, je leur dirais: «Allez-y», parce qu'il y a des gens qui sont ultra compétents en freelance et ça peut être, un moyen aussi de renforcer ses équipes, de staffer et pourquoi pas, on n'en sait rien, tu vois? Tu peux avoir intégré un freelance et ça se trouve dans 6 mois, il aura envie de rester chez toi. Oui, c'est vrai. Donc ça peut être vraiment une porte vers un recrutement et en plus, ça te permet d'ouvrir, quand même ton marché. L'autre chose, je vais pas trop insister là-dessus, mais c'est quand même d'offrir plus de flexibilité. J'ai des clients qui sont un peu revenus en arrière sur le télétravail et cetera. Oui, je vois que ça arrive beaucoup en ce moment. Autant quand tu recrutes sur des grandes villes, bon, je pense que c'est pas trop compliqué, autant comme certains de mes clients, tu vois, qui sont sur des zones géographiques très restreintes, si tu commences à demander à tes recruteurs de trouver vraiment, tu vois, la perle rare, la pépite, sur, un périmètre géographique qui est hyper limité, mais en fait, enfin, tu te compliques encore la vie. Mm. Donc je dis pas forcément proposer toujours à 100 du full remote, mais peut-être des facilités, peut-être là où tu proposes 2 jours, peut-être passer à 3 jours de télétravail. Enfin, réfléchir, de se dire en fait, j'entends souvent des managers qui veulent dire: «On a tout fait, on a tout essayé». Je suis pas sûre de ça. Déjà, quand tu commences comme ça peut durer. C'est clair, tu vois? D'ouvrir les chakras et puis sur les besoins aussi, de revoir les priorités, de hiérarchiser. Parce que tu as des besoins où, très clairement, tu vraiment enfin, c'est affiché clairement sur la fiche de poste ou sur l'annonce que tu cherches un mouton à 18 pattes, tu vois? Mm. Et ça, en fait, c'est un super mauvais signal, déjà que c'est pas facile de recruter. Donc si en plus tu donnes l'impression que tu es hyper exigeant, que tu sais pas exactement ce que tu veux, que tu vas demander à quelqu'un de faire le job de 3 personnes, qu'il faut que, le gars en question ou la nana en question maîtrise déjà toute ta stack, bah, OK, enfin, il y a peut-être aussi ce point-là et ça pour moi, tu vois, si tu posais la question par rapport aux recruteurs, c'est de retravailler ça. C'est vraiment de se dire: «OK, on travaille ensemble sur ça, sur les besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? À quel point c'est indispensable? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces technos?»
Enfin, retravailler ça et pour les recruteurs aussi, de leur dire: «C'est le creux de la vague, c'est dur et c'est maintenant qu'il faut s'accrocher» et quand je dis s'accrocher, bah, c'est le moment aussi de reprendre contact avec des gens. Tu vois, les fameuses personnes qui vont dire: «Je suis pas à l'écoute du marché», pour le moment ça va et à qui tu vas dire, «OK, ben, je vous laisse revenir vers moi quand vous serez, à l'écoute». Truc qui marche pas, tu sais? Enfin, voilà. Moi, ce que je dis beaucoup aux recruteurs, c'est: «OK, quand quelqu'un vous dit: "Je suis pas à l'écoute du marché"», creusez un petit peu. Déjà, remerciez la personne d'avoir répondu, de vous avoir dit, que ça se passait bien, voilà, si elle est pas à l'écoute, c'est qu'a Bien priori sûr. ça va et de dire: «Mais si je vous recontacte dans 3 mois, ce sera pour quel type de mission? De quoi vous aurez besoin? Qu'est-ce qui fera la différence?» Mmh. Tu vois? Comme ça, tu grattes un peu et ça permet justement, quand tu dis que tu es dans la dèche comme maintenant, de reprendre contact avec quelqu'un et de dire: «Voilà, on s'était parlé il y a 3 mois, vous m'aviez parlé de ça, 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 comment ça va? On en est où aujourd'hui?» Prendre des nouvelles, montrer aux gens que c'est pas juste des pions et c'est moins épuisant que de repartir de zéro à chaque fois. Parce Oui, c'est qu'encore une clair. fois, repartir de zéro, le marché, il se renouvelle pas toutes les semaines, quoi. Donc le truc de je tourne en rond, ouais, je connais tous les gens qu'il y a sur LinkedIn, bah, tu est-ce que tu es sûr que tu les connais? Tu leur as balancé un message. Mmh. Donc tu vois, c'est le moment de travailler les sujets de relance, de prise de nouvelles. Pour moi, c'est différent, hein. Souvent les recruteurs, ils confondent les 2, relancer, prendre des nouvelles. Relancer et prendre des nouvelles, c'est 2 choses différentes. Prendre des nouvelles, prendre soin des gens, savoir comment ça va, tu vois quelqu'un démarrer dans un nouveau job, tu lui souhaites bonne chance, Oui, oui, bien sûr. tu vois? Enfin, c'est des choses, en fait, tout ce qui fait qu'on a fait ce métier pour l'humain. Quand les gens ils disent: «J'ai fait ce métier pour l'humain», bah, si tu fais ça pour l'humain, prends des nouvelles des gens, bah, je sais pas, va parler Oui, avec c'est eux, vrai. tu vois? Et justement, comme en ce moment c'est dur, c'est le moment de faire ça. C'est vraiment Ouais, le d'aller moment de travailler en travailler sur ça. profondeur. Ouais, Mmh. travailler sur ces sujets-là où habituellement, ben, j'entends, on est pris par le temps et cetera. Là, on a un peu plus de temps, c'est un peu plus dans le dur, bah, plutôt que de chercher toujours des gens qui existent pas, bah, reprends contact avec des gens que tu as déjà identifiés, qui te connaissent un peu, qui t'ont déjà vu dans leur messagerie LinkedIn ou dans leur mail, puis demande-leur comment ça va, bah, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui, du marché, et cetera. Enfin, tu vois? Mmh. Échanger, discuter avec des gens. C'est notre métier quand même, hein, à la base. C'est vrai. Quand même, Juste comme ça. ça repose quand même pas mal sur ça. Merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci à toi. Heu, C'était, très enrichissant pour moi. J'espère que je suis Heu, pas partie trop dans tous les sens, Stevie. Pas du tout. Non, C'était mais ma crainte. franchement, non, ça va. Merci pour tes Et questions, elles étaient intéressantes. merci. J'ai un peu travaillé. Ça se voit, ça se voit. Hem, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Le plus simple, honnêtement, c'est LinkedIn. J'y suis tout le temps, trop. Il faut pas, enfin voilà, j'y suis très, très, très souvent. J'y suis tous les jours. Après, je réponds pas toujours tout de suite au MP, donc relancez-moi si j'ai oublié, gentiment, mais relancez-moi. Et voilà, sur LinkedIn, il y a toutes les infos. Il y a le lien vers mon site web si vous voulez aussi regarder ce que je fais. Mais LinkedIn, c'est le meilleur moyen. OK. Bien, merci. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours parce que c'est un format qui est... On dit bimensuel du coup? Je sais même plus. Alors là, je peux pas t'aider, je suis très nulle Euh, dans ça. Aussi. Tous les 15 Aussi. jours, quoi. Tous les 15 jours, c'est très bien. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci. Merci Stevie, à bientôt. À bientôt.